Alors, rebonjour à tous. Donc, d'abord, un grand merci à Jean-François Pelletier pour son intervention lors de la séance plénière et à Gilles Deminier aussi d'avoir animé avec brio cette intervention. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer les ateliers. Donc, nous commençons avec Samuel Régnier et Muriel Thibault qui vont nous faire un atelier sur l'empouvoirment ou l'empowerment du patient. Donc, Samuel Régnier est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation. Et il est également membre de l'équipe recherche, éducation, éthique, santé. Muriel Thibault est père aidante en santé mentale. Elle a également écrit plusieurs livres et démarre des projets de recherche sur ces thématiques-là. Donc, l'atelier qui va débuter cet après-midi va permettre de poser des repères pour ensuite pouvoir être illustré par les interventions suivantes et de bien comprendre toutes les significations qu'il y a derrière les mots qu'on utilise concernant le patient soignant partenaire et l'empouvoirment, ainsi que les éléments vraiment plus concrets qui sont derrière ces significations. Donc, je leur laisse la parole pour 30 minutes d'intervention qui seront suivies par 15 minutes de questions. Merci beaucoup. Bon, ben merci beaucoup Ilona. Et puis, merci. Un petit mot pour commencer, pour remercier les organisateurs de ce colloque et tous les acteurs qui ont été impliqués. Voilà, ça crée effectivement cette dynamique patient qui est au cœur du sujet et qui nous permet aujourd'hui de venir dire un petit mot dans ce colloque. Alors, avant de commencer, et pour rebondir sur ce qu'Ilona disait en présentation, peut-être effectivement dire une petite chose. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'université en sciences de l'éducation, avec un prisme également du côté de la philosophie. Mais on pourrait dire aussi que dans ma présence ici aujourd'hui et aux côtés de Muriel, il y a aussi d'autres facettes qui sont les facettes du sujet que je suis, qui est à la fois enseignant-chercheur, mais qui est aussi père de famille, qui est un individu, qui parfois est aussi un patient. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, en prenant quelques exemples plus personnels, et aussi parfois un aidant. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais commencer parce que quelque part, parler de cette expérience de l'empouvoirment, c'est aussi resituer les différentes facettes des sujets, des individus que nous sommes et quelque part essayer de les valoriser, peut-être essayer de s'appuyer sur ces différentes dimensions. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de parler avec Muriel dans le sens où on a prévu une intervention à deux voix, mais aussi parfois, et peut-être vous ne voyez pas, mais à deux voix et quelques images, on a construit un système de communication pour dialoguer et rebondir sur les prises de parole que nous pouvons faire ensemble pour articuler nos points de vue. Voilà, donc quelques petits mots pour commencer. Alors, en guise d'introduction, je voudrais revenir... repartir d'une citation qui est une citation de Sigmund Freud, le fameux psychanalyste autrichien, qui se trouve dans un petit texte de 1928. Je dis petit texte parce qu'en fait, il s'agit de la préface qu'il écrit pour un livre de son collègue August Eichhorn et qui s'appelle « Jeunesse à l'abandon ». Dans cette préface, Freud a une petite formule célèbre où il évoque une boutade qui rassemblerait, dit-il, trois métiers qu'il appelle impossibles. Alors, pourquoi ces trois métiers sont-ils impossibles et quels sont-ils déjà? En effet, nous dit Freud, ces trois métiers impossibles, ce sont soigner, éduquer et gouverner. Alors, soigner, éduquer, gouverner, des métiers impossibles. Pourquoi? Comment? Peut-être on pourrait se demander s'ils sont impossibles, à quoi bon? À quoi bon soigner? À quoi bon éduquer? À quoi bon gouverner? Alors, ce que nous dit Freud, c'est que finalement, ils ne sont pas impossibles en eux-mêmes, mais impossibles parce que c'est leur réussite qui est impossible du point de vue du sujet qui est institué pour éduquer, pour soigner ou pour gouverner. La réussite de ces trois opérations repose toujours sur l'autre, sur celui qui se soigne, sur celui qui apprend et sur celui qui se gouverne.
C'est donc une petite boutade, nous dit Freud, mais une boutade qui me semble pleine de sens parce qu'elle nous situe déjà que l'horizon de ces trois processus, eh bien, c'est d'aboutir à une forme d'autonomie, d'aboutir peut-être à une forme de pouvoir de la part de celui qui se soigne, qui apprend, qui se gouverne. Alors, Freud opère une mise en parallèle, il compare ces trois métiers. Et en même temps, plus qu'une mise en parallèle, on pourrait les voir également comme une complémentarité. En effet, peut-être que dans l'acte de se soigner, il y a aussi des apprentissages, quelque chose de l'art de l'apprentissage à réaliser, quelque chose aussi peut-être du gouvernement, au sens du gouvernement de soi, c'est-à-dire de la manière de se diriger soi-même. Donc ça, c'est une deuxième lecture, non pas en parallèle, mais en complémentarité que l'on pourrait faire de ces trois métiers impossibles que nous dit Freud. Et puis, quelque part, on pourrait également y voir une dernière dimension. Eh bien, c'est que dans chacun de ces métiers impossibles, eh bien, il y a la question du pouvoir. La question du pouvoir à la fois comme l'exercice de ce que l'on peut faire, mais aussi l'exercice du pouvoir comme effectivement ce que l'on peut permettre à l'autre de faire et la manière dont l'autre peut lui-même développer une forme de pouvoir. Donc, cette petite citation, quelque part, pour introduire à notre notion aujourd'hui, qui est la notion d'empouvoirment. Alors, je pense à deux exemples de perte de pouvoir. Très bien. Une personne qui est habituée à marcher sur ses pieds et qui est habituée à prendre des escaliers, et à un moment donné, si elle se retrouve en fauteuil roulant, et ben face aux escaliers, voilà, ce sera une autre comment j'ai le pouvoir d'aller de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la montagne, etc. Et puis aussi l'exemple de la perte de pouvoir d'une personne en santé mentale qui est en contention, donc qui ne peut pas bouger sur son lit, et voilà, il y a tout un tas de choses qu'elle ne peut pas faire. Exactement. Effectivement, ça, c'est un premier point qui nous semblait important de développer avec Muriel, c'est que avant peut-être de parler d'empouvoirment, peut-être qu'il nous faut introduire une autre notion, alors, qui est elle-même un néologisme, qui serait celle d'un dépouvoirment. En tout cas, peut-être situer que lorsque l'on parle d'empouvoirment, eh bien, c'est précisément parce que cet empouvoirment que l'on espère produire, que l'on espère voir aboutir, et il s'enracine dans une expérience qui est celle du sujet, du patient, qui, au sens littéral, est celui à la fois qui souffre, mais aussi celui qui attend, qui est destinataire. Et même parfois, pourrait-on dire, qui est dit ou qui est agi par les autres. Donc, on pourrait peut-être repartir de cette idée que finalement, il y a une première expérience qui est celle d'un dépouvoirment. Et donc, l'empouvoirment se définirait comme une dynamique de prise ou de reprise de pouvoir en rapport à quelque chose qui serait de l'ordre peut-être de la perte, du manque, ou simplement pour situer une forme d'augmentation possible. Comme tu le suggérais, Muriel, on pourrait donner une première grille d'analyse pour penser ces obstacles que tu évoquais, avec trois niveaux possibles. En effet, on pourrait citer sur la petite flèche. Ah bah oui, ce dépouvoirment comme c'est ça, tu crois? Non. Une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle, c'est ce que nous sommes en train de vivre en direct. Excusez-moi. Donc, une expérience nouvelle du rapport à soi, aux autres et à son environnement. Et là, dans l'exemple que tu prenais, la question de l'environnement, il était particulièrement fort, particulièrement prenant, les escaliers que tu évoquais. Et du rapport aux autres aussi, dans le fait de se voir parfois contraint à certaines actions. Donc, une expérience du bouleversement qui modifie ce rapport à soi, dans l'ordre de la perte d'autonomie, d'un bouleversement dans le rapport à son corps, à son fonctionnement, à ses habitudes, voire vivre parfois ce qu'on pourrait appeler une forme de désarticulation, qui peut aboutir à une forme de sentiment de ne plus se connaître, de ne plus savoir ce qu'il m'est possible de faire.
une expérience nouvelle du rapport aux autres aussi, du fait de pouvoir interagir de nouvelles manières, d'être dit parfois par les autres, et d'entrer dans une forme de bouleversement, de transformation de sa vie sociale et de réorganisation du rapport à son proche. Et puis évidemment, dans l'environnement, eh bien, tout ce qui nous entoure, tout ce qui constitue ces espaces, ces choses. Alors, ces trois notions, je ne les ai pas inventées par moi-même, mais quelque part, je les ai empruntées à un auteur qui est Jean-Jacques Rousseau. Alors, pourquoi je les ai prises chez Rousseau? Eh bien, c'est parce que Rousseau, dans le premier livre de l'Émile, qui est son traité sur l'éducation, nous dit que finalement, ce sont les trois dimensions, les trois facettes de l'expérience de l'apprentissage. Et donc, quelque part, dans cette idée du dépouvoirment, eh bien, on voit déjà qu'il y a aussi une possibilité d'apprentissage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une transition du dépouvoirment vers l'empouvoirment. Je pense à un exemple de personnes qui passent de par leur situation de handicap, de maladie, etc., au final se retrouvent à prendre des responsabilités qu'elles n'auraient jamais prises autrement, en fait. Donc, on parlait tout à l'heure de plaidoyer, de revendication, d'aller représenter ses pairs, les autres personnes qui ont besoin de faire évoluer les choses. Donc, toutes les démarches pour faire en sorte que l'accessibilité, en fait, il y a plein de personnes qui se sont mobilisées pour ça, quoi. Tout à fait. Et puis, la deuxième caractéristique que l'on pourrait tirer de cette expérience, c'est aussi de la situer dans une forme de temps, dans une forme de parcours, parfois de parcours biographique, avec des étapes qui s'inscrivent parfois dans des temporalités assez longues. Et là, peut-être je peux parler de mon exemple et aussi aller au-delà. Moi, il y avait deux choses qui me paraissaient importantes. C'est que c'est un chemin exponentiel, en fait, qui ne s'arrête jamais. On peut toujours continuer d'avancer dans l'empouvoirment. Et en fait, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire une personne qui a un souci de santé, mais aussi toute personne, en fait. Cette prise de pouvoir au fur et à mesure sur sa vie et puis dans la collectivité, voilà, ça peut être vraiment pour toute personne. Pour illustrer, moi, donc ça, sur mes 12 années, depuis la première année où j'ai été hospitalisée en psychiatrie, il y a eu tout un parcours. En fait, si je regarde au niveau tabou, je dirais il y a eu 6 années où c'était un peu tabou pour moi. Dans le milieu du travail, j'en parlais pas, etc. Il y a des amis qui savaient, d'autres non, etc. Ensuite, ce tabou, je l'ai fait sauter. Il y a eu aussi, au bout d'un moment, j'ai participé à des groupes de parole, des ateliers, des choses comme ça. Alors d'abord en tant que participante et ensuite en tant qu'organisatrice, animatrice de temps, d'ateliers, de week-ends, de moments associatifs. Et puis je dirais, il y a eu une montée en puissance d'abord de faire des choses informelles, des choses plus formelles, bénévoles, des choses toujours bénévoles, mais plus construites, plus de long terme, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé vraiment de me professionnaliser et de prendre à bras le corps des gros projets. Donc là, notamment, il y a eu une formation et puis présenter mon projet, parler à des partenaires, etc. Et aujourd'hui, ça aboutit à participer à la mise en place de projets de recherche. J'ai obtenu mon diplôme. Il y a un recrutement en cours pour faire de la pérénance salariée. Et puis, donc, j'avais écrit plusieurs livres individuels et là, j'ai participé à un livre collectif qui va sortir là en février. Et pour illustrer, sur le mois de février, il y a plein de choses qui se passent. Avec tous ces projets, il y a des choses qui se mettent en place et qui avancent, quoi. Donc, c'est vraiment un processus. Et un processus tant individuel que collectif, en fait, et l'articulation entre les deux. Super. Effectivement, on entend bien dans l'expérience que tu relates que quand on parle d'empouvoirment, en fait, on a toujours deux facettes principales. Il y a une première facette qui est peut-être de travailler sur cette notion de pouvoir qui est au cœur de la notion d'empouvoirment. Et puis, une deuxième facette qui serait de penser le processus par lequel il est possible d'apprendre, d'augmenter, de gagner en pouvoir. Un processus, tu nous disais tout à l'heure, qui était continu, exponentiel,
et pour toutes les personnes. C'est pour reprendre. Alors, la question peut-être qu'on peut se poser quand on parle d'empouvoirment, en tout cas, c'est celle qui nous avait un peu interpellé dans la préparation de cette communication, c'est de se demander finalement qu'est-ce qu'on entend par pouvoir dans empouvoirment. Quel est le sens de ce mot qui est central et qui finalement est une notion assez complexe, on pourrait dire une notion polysémique. Dans le travail, dans le dialogue qu'on a eu avec Muriel, finalement, on a isolé sept constituants possibles de cette notion de pouvoir au cœur de l'empouvoirment. Sept synonymes qui, vous allez voir, repartent finalement de définitions possibles. On pourrait dire que dans cette notion de pouvoir, du « je peux », il pourrait y avoir un premier équivalent qui serait « j'ai le droit de »,« je suis autorisé à ». Alors, dans cette notion d'avoir le droit de, d'être autorisé à, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprendre, du comprendre, de connaître les limites. En effet, la notion d'autorisation se réfère ici moins à une autorité extérieure qu'à une dimension de connaissance, à une dimension de morale. Pour vous prendre un exemple, je disais tout à l'heure que j'étais moi-même patient et avec une forme de pathologie, une intolérance alimentaire assez aiguë. Et dans cette notion d'être autorisé à, j'y voyais par exemple savoir ce que je peux manger ou ne pas manger selon le contenu des aliments, ce qui est autorisé ou pas en fonction de ce que je peux tolérer ou pas. Donc, une première dimension de délimiter cette autorisation à. Je me permets de relater un exemple que tu avais donné pour élargir en fait que ta propre prise de conscience de qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, de regarder les étiquettes, de voir les contenus. Tu disais que ça avait un impact sur ton entourage, que d'autres personnes regardaient plus facilement les étiquettes en fait, à la fois pour toi, mais peut-être pour elles aussi. Et que finalement, cet empouvoirment, il se fait de façon collective à partir de ta préoccupation individuelle. Absolument, effectivement, parce que en particulier ici, l'acte de manger est un acte qui parfois peut se faire de manière seule, mais engage aussi l'activité sociale. Et donc, quand on mange à plusieurs, il faut aussi savoir ce qu'on mange ensemble. Et donc, effectivement, ça a permis aussi à d'autres personnes de s'interroger, peut-être de s'intéresser à la qualité de ce qu'il y avait dans les produits, par exemple. Donc, tout à fait. Donc, première notion, j'ai le droit de. Deuxième notion, je suis capable de, j'ai la capacité de. Alors, c'est peut-être le synonyme le plus récurrent, le plus habituel de cette notion de pouvoir, dans le sens où il renvoie à l'idée de confiance, d'estime, de se rendre compte que l'on sait faire des choses et apprendre à en faire de nouvelles. Alors, c'est peut-être le synonyme le plus courant, le plus habituel, mais finalement, c'est aussi celui qui me semble le plus éminemment pratique. Si je reste toujours sur cet exemple, effectivement, dans mon cas, il m'a fallu complètement réapprendre à cuisiner, utiliser de nouveaux produits et quelque part aussi gagner en compétences, peut-être en termes de cuisine, plutôt que d'acheter des produits préparés, par exemple. Donc maintenant, je peux dire que je suis capable de faire de bonnes choses à cuisiner autrement. Donc ça, c'est notre deuxième synonyme. On pourrait en avoir un troisième qui serait, dans ce « je peux » toujours, hein, j'ai les moyens de. Alors avec la notion de moyens, il s'agit de souligner que les actions s'inscrivent dans un champ qui est aussi un champ matériel et qui suppose pour se réaliser que soient réunies des conditions. Alors, je garde toujours mon exemple, mais dans mon parcours de patient, il m'a été très utile de découvrir qu'il existe, par exemple, un ensemble de produits de substitution pour cuisiner avec d'autres produits que ceux qu'il m'était défendu de manger. Et ça, c'est important parce que sans ces conditions matérielles, eh bien, on perd également en pouvoir. Donc, cette notion de pouvoir, elle repose aussi sur un ensemble de moyens. C'est quelque part ce qu'on peut retrouver dans un autre mot ou une notion qui est fréquemment associée, qui est la notion de capacité, qui est définie par des économistes, notamment Amartya Sen ou Martha Nussbaum.
et qui définissent cette idée que finalement, pour devenir capable, il y a non seulement de la capacité, mais il y a aussi les moyens qui doivent être associés pour rendre capable réellement, efficacement, concrètement les personnes. Et peut-être comment je prends les moyens en fait. Je n'ai pas les moyens, mais hop, je vais aller les prendre, je vais aller les chercher, je vais repérer. Moi, je voudrais avoir moyen de ça, et comment je vais aller faire la démarche de prendre les moyens, quoi. Ouais. Exactement. C'est, pour reprendre une autre définition en lien avec ce que tu disais, Muriel, on pourrait également y voir ici une définition de l'autonomie. C'est notre collègue Philippe Forêt de l'Université de Saint-Étienne qui définit ça. Il dit que finalement, l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie, au contraire, elle repose sur un réseau de dépendance, sur la construction de ce réseau qu'il faut apprendre à maîtriser pour savoir en quoi je suis dépendant des autres pour apprendre à me diriger moi-même. Donc, effectivement, il y a l'importance de cette notion de moyen. Quatrième synonyme, c'est toujours dans cette notion de droit, ce n'est pas « j'ai le droit de », mais « j'ai droit à ». J'ai droit à, c'est-à-dire que dans cette notion du « je peux », il y a « j'ai droit à », donc connaître ses propres droits. Effectivement, connaître ses propres droits, c'est un élément qui ne va pas toujours de soi. Il existe effectivement de nombreux documents. Je pense par exemple aux chartes qui précisent les droits des personnes hospitalisées en termes de respect de la vie privée, du choix de l'établissement, un certain nombre de principes fondamentaux. Mais dans ce droit A, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. De la même manière que l'on dit souvent dans la sphère politique que nul n'est censé ignorer les lois, eh bien, il ne suffit pas qu'il y ait des lois pour les connaître, il y a toute une démarche derrière, il y a toute une démarche d'information, mais il y a aussi toute une démarche de formation à mettre en place. Et parfois, en fait, il y a, je pense à nouveau à l'approche en santé mentale, les hôpitaux sont censés mettre en pratique l'approche rétablissement, de vraiment avoir une vision, les personnes peuvent se rétablir, et il faut avoir vraiment une approche rétablissement, mais elles ne sont pas forcément... elles sont éventuellement informées, mais pas forcément formées, et donc c'est pas évident à mettre vraiment en œuvre, quoi. C'est toute une démarche qui prend du temps et pareil qui est collective aussi. Savoir que l'on a des droits, prendre conscience, les connaître, c'est également un processus associé à cette notion d'emploi. Cinquième notion, j'ai la possibilité. Alors celle-là, c'est une notion qui nous tenait à cœur dans le dialogue qu'on a eu avec Muriel, parce que avec la notion de possibilité, on introduit l'idée qu'il est nécessaire de pouvoir apprendre ou réapprendre à imaginer que certaines choses sont possibles et qu'elles sont atteignables pour moi. Je garde toujours mon exemple, mais au moment où s'est déclarée cette pathologie pour moi, eh bien, je n'imaginais pas que certes, il me serait possible de remanger de certaines choses un jour. J'avais fait une croix sur un ensemble d'aliments et pourtant, en faisant preuve de ruse, eh bien, on peut imaginer, on peut recréer du possible. On peut donner l'exemple? Enfin, tu peux donner l'exemple? Alors, ça m'a marqué, moi. Oui. Alors, c'était celui-là, je voulais en parler un petit peu après, mais je peux donner un exemple. Par exemple, je suis très gourmand de choses sucrées et finalement, dans l'intolérance alimentaire qui est la mienne, tout ce qui est de l'ordre de la pâtisserie est très, très, très compliqué. Et donc j'ai découvert qu'en utilisant d'autres produits, on pouvait finalement refaire de la pâtisserie et garder une forme de gourmandise. Voilà, c'est aussi important. Septième et dernier point, pardon, j'ai le choix de. Parce qu'effectivement, avec la notion de possibilité, on ouvre aussi la notion de choix. Pouvoir, c'est aussi être en situation de refuser ou d'émettre des priorités, des préférences, de situer ce qui a plus ou moins de valeur ou ce qui nous tient à cœur. Alors ça, c'est une idée que j'associe beaucoup à un auteur qui m'est cher, qui s'appelle John Dewey, et c'est ce qu'il nomme quelque part le processus de valuation. Cette manière de pouvoir définir ce à quoi l'on tient, ce qui est important pour nous, et de former des valeurs. Enfin, septième et dernier synonyme de cette notion de pouvoir, c'est une notion d'autorisation. On en avait parlé tout à l'heure. Et dans cette notion d'autorisation, eh bien, il y a une notion qui serait « je m'autorise à ». S'autoriser, c'est admettre non seulement qu'il y a un choix possible, mais c'est aussi envisager sa mise en acte et peut-être même parfois aussi le transgresser.
J'ai un exemple effectivement qui nous revenait en tête et que Muriel évoquait à l'instant, d'un ami qui s'autorisait parfois à boire une tasse de chocolat au lait, même s'il savait que cela produirait des effets néfastes pour lui ensuite, mais parce qu'il, quelque part, on pourrait dire qu'il maîtrisait suffisamment les conséquences à venir pour estimer que ce choix était un choix tout à fait acceptable, même s'il contenait des éléments qui n'étaient quelque part néfastes. Alors, quel bilan on peut tirer de cet état des lieux? On pourrait dire que, effectivement, ce pouvoir, c'est toujours un pouvoir de faire quelque chose. Et que tous ces phénomènes que l'on a décrits s'inscrivent dans une dimension d'apprentissage, de formation, dans l'ordre d'un développement possible. On pourrait, à partir de là, poser effectivement la question des moyens. On parlait tout à l'heure des 3 dimensions de l'apprentissage, de l'ordre de l'auto-formation, de l'ordre de l'hétéroformation ou de l'ordre de l'éco-formation. Et bien, à chaque fois, dans ces 3 dimensions, on peut trouver, à travers les notions de capacité, de droit, d'autorisation, eh bien, des leviers, des phénomènes sur lesquels on peut jouer. Et puis, effectivement, on disait juste à présent, rappeler que ces apprentissages, ils s'inscrivent dans une durée, une temporalité qui est celle du sujet. Et qui nous ramène également à une dernière dimension sur laquelle je voudrais terminer. Et puis, ensuite, on pourra passer à une phase de questions. En effet, dans l'exemple que nous avons pris dans ces différents synonymes, on a situé le pouvoir comme étant un « je peux », un « je » avec un « JE » majuscule. Mais quelque part, on pourrait également rappeler que dans cette notion d'empouvoirment, il y a peut-être aussi le fait du passer du « je » au « nous ». Et ça, c'est une dimension qui va nous amener à aller finalement de l'individuel à l'interindividuel et ensuite de l'interindividuel au collectif. Alors, c'est une notion qui est souvent associée avec l'idée d'empouvoirment. Je la reprends notamment de 2 collègues qui s'appellent Marie-Hélène Baquet et Carole Bivener, qui nous rappellent que, historiquement, des mouvements de prise de pouvoir, que ce soit par exemple dans le champ du féminisme ou des luttes égalitaires, eh bien, se sont situés sur ces 3 dimensions. D'une dimension individuelle qui peut-être reconnaît la grande part du sujet, du trajet, de ses apprentissages, de ses prises de conscience, qui ne peuvent être que celles du sujet, par le sujet, pour le sujet, mais qui en même temps nous pose une question qui est de peut-être veiller à ce qu'il n'y ait pas une trop grande surresponsabilisation des individus, au risque d'une déresponsabilisation collective et institutionnelle. Je pense ici notamment à un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Byung-Chul Han et qui s'intitule « La société de la fatigue » et qui décrit les effets néfastes de cette surresponsabilisation. Donc une dimension individuelle importante, mais avec également des limites. Une dimension interindividuelle, alors là on peut faire un lien très fort avec l'intervention précédente de Jean-François Pelletier, car dans cette dimension interindividuelle, il y a le fait de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Aller à la rencontre de ceux qui peut-être sont dans la même situation que moi, de ceux dont je peux apprendre des choses, mais aussi à qui peut-être je peux apprendre dans une forme de réciprocité. Donc un deuxième modèle interindividuel. Et puis une troisième dimension qui serait peut-être la plus forte au point de vue social, qui serait une dimension collective. Au sens où finalement l'empouvoirment, il n'est pas que individuel ou interindividuel, je m'empouvoir ou j'empouvoir les autres en même temps que moi-même, mais on s'empouvoir ensemble, si je peux me permettre ce néologisme-là du verbe s'empouvoirer. Je pense le processus d'empouvoirment d'une personne peut m'inspirer pour mon propre pouvoir d'empouvoirment. Et pareil, ça peut inspirer d'autres personnes, etc. et faire vraiment boule de neige et cohortes qui avancent ensemble. Tout à fait. Et c'est quelque part dans cette dimension collective, rappeler 2 choses, c'est que finalement, si on a besoin d'avoir des cadres qui assurent les moyens, qui assurent l'organisation, qui permettent à chacun de pouvoir travailler sur son rétablissement, de pouvoir gagner en pouvoir. Donc, c'est rappeler quelque part aussi les institutions à leur responsabilité de pouvoir assurer le cadre. Et puis, c'est également un deuxième point qui est de pouvoir s'inscrire dans une visée de transformation sociale, voire politique, pour faire changer les pratiques et les règles, parfois porter des revendications,
voire même s'organiser en contre-pouvoir lorsque ça peut être nécessaire. Voilà, donc trois dimensions pour terminer, peut-être ouvrir cette question de l'empouvoirment à une dimension non seulement interindividuelle, mais collective, qui, je pense, devrait trouver un écho assez fort dans les interventions qui vont suivre dans cette table ronde cet après-midi, en donnant la parole précisément aux acteurs associatifs. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le temps de la conférence. Alors, évidemment, il y a toujours plein de choses à dire, mais je crois que les échanges et la conversation seront là pour compléter et ouvrir le débat ensemble. Merci beaucoup Samuel et Muriel pour votre intervention. C'est vraiment, ça donne un bon regard global justement sur cette notion d'empouvoirment qui peut paraître, quand on la regarde, quand on la lit, parfois un petit peu théorique, et finalement on y comprend tout son sens et les liens avec les pratiques. Donc merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire. On a une question d'un des participants qui serait: comment mobiliser l'empouvoirment quand on ne peut pas changer l'environnement? Est-ce que vous auriez des réflexions par rapport à cette question? Ce serait intéressant d'avoir un détail sur quelles limites il rencontre cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait changer en fait dans l'environnement? Alors, je ne suis pas la personne qui a posé la question, mais en tout cas, je pense que cette question peut être prise un peu sous les angles qui vous parlent le plus. Bien sûr. Pour savoir, voilà, quand globalement, on ne peut pas changer l'environnement parce qu'on vit dans un milieu de vie avec des personnes autour de nous qu'on ne va pas changer. Comment, dans ce cas-là, on peut mobiliser l'empouvoirment quand il n'est pas initialement très favorisé? Alors, peut-être qu'on peut repartir des dimensions que je situais tout à l'heure sur, finalement, dans les processus d'apprentissage que l'on décrit, il y a toujours ces trois dimensions, de soi, avec les autres ou dans l'environnement. Alors effectivement, l'environnement, c'est souvent la partie qui est la plus difficile à changer parce que c'est un déjà là. C'est quelque chose même qui concrètement, des fois, est un déjà là très, très ancré. Hein. Tu prenais l'exemple des escaliers. Quand on est à une mobilité réduite, bon, on ne va pas prendre un marteau-piqueur et casser les escaliers, évidemment. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport nouveau, je crois, qui se configure à l'environnement. Quelque chose, on pourrait dire, de très phénoménologique, en fait, qui peut produire une sorte de filtre, apprendre à situer, par exemple, des nouvelles voies de passage. Donc, on pourrait dire que dans un premier temps, il n'y a pas forcément quelque chose de la transformation extérieure, mais il y a peut-être quelque chose de la transformation de son propre rapport. Et puis, dans cette dimension peut-être plus collective, plus socialisée que j'évoquais à la fin, eh bien, c'est peut-être là l'occasion de produire un changement de l'environnement, c'est-à-dire de pouvoir porter haut et fort parfois certains besoins, de pouvoir les socialiser, de pouvoir les objectiver et de pouvoir peut-être alerter de ces besoins vis-à-vis des processus décisionnels et des acteurs qui en sont au cœur. Moi, je pense à trois choses. La personne donc, qui est, je vais dire comme ça, si je comprends bien, la personne qui est gênée par son environnement, qu'elle ne peut pas changer, du moins elle a la sensation qu'elle ne peut pas le changer. Donc moi, je vois deux grands axes, c'est de dire peut-être que c'est possible de changer l'environnement, mais à très long terme. Donc c'est s'engager dans un long chemin, mais peut-être que ça vaut le coup de s'engager sur ce chemin, de chercher à changer les choses, de chercher… donc l'accessibilité, c'en est un exemple énorme pour moi. Et aussi comment la personne elle peut se placer différemment dans son environnement. Peut-être que je pense à une personne aveugle par exemple, peut-être que c'est finalement plus simple d'être dans une ville avec des trottoirs qu'en campagne avec une route et de l'herbe à côté par exemple. Enfin, les enjeux sont différents de dire, et pareil, est-ce que je vis avec d'autres ou seule? Est-ce que je vis en campagne, dans un petit village ou dans une grande ville? Par exemple, enfin, je parle de la question de la vue, mais aussi au niveau santé psychique, ça peut être très différent. Donc, peut-être l'environnement, je ne peux pas le changer, mais je peux peut-être me placer différemment dans l'environnement, quoi. Oui, merci beaucoup. J'espère que la personne qui a posé la question est satisfaite de cette réponse qui me semble très complète et qui montre justement les différents axes sur lesquels on pouvait l'envisager.
Il y a également une seconde question qui est: l'empouvoirment est-il une dimension, une notion qui viendrait du dehors vers l'intérieur ou l'inverse? Alors, peut-être on pourrait dire une première chose. Alors, le début de la question, c'est est-ce que c'est une dimension? On pourrait dire déjà que c'est avant tout un effet produit. C'est-à-dire que c'est un effet qui résulte de la mise en œuvre de processus qui, voilà, on l'a décrit un petit peu tout à l'heure, d'apprendre à connaître, à découvrir des moyens, à découvrir ses droits, à pouvoir découvrir ou redécouvrir ses capacités. Donc, c'est effectivement, on pourrait dire, un effet qui est produit par ces processus. Quant à la fin de la question, est-ce que tu pourrais me la rappeler? Oui, bien sûr. C'était de savoir si c'est justement, dans ce cas-là, un effet qui viendrait du dehors vers l'intérieur ou qui viendrait à l'inverse de l'intérieur et qui produirait cet effet. Alors, quelque part, moi, j'ai une habitude ou quelque part un prisme en sciences de l'éducation qui est que le mouvement d'apprentissage, le mouvement d'évolution, c'est toujours un mouvement qui est interne au sujet. On ne forme pas les autres, on ne peut que se former. Voilà. Donc, il y a forcément une dimension interne. Après, ça nous questionne peut-être sur les déclencheurs, les facteurs ou les catalyseurs qui permettent de déclencher ça. Parfois, il y a des déclencheurs qui peuvent venir de soi, mais les déclencheurs, ils sont aussi souvent extérieurs. Les autres, l'environnement, comme on le disait tout à l'heure, ce sont aussi des déclencheurs qui peuvent être très forts pour peut-être enclencher ces prises de conscience, peut-être produire aussi des effets. Parce que si le mouvement est toujours individuel et personnel, on peut dire qu'il est souvent difficile de cheminer seul. Je pense à l'exemple, l'image d'un chemin. Pour moi, l'empouvoirment, ce serait un chemin, un parcours que la personne parcourt seule, mais aussi avec d'autres. Et puis, il y a une autre image qui me vient, c'est la notion de boîte à outils. De dire, j'ai telle et telle difficulté, c'est compliqué dans ma vie, et hop, si j'ai un outil qui m'aide, par exemple, je ne sais pas si je suis très stressée, peut-être je vais faire de la sophrologie, de la respiration, de la méditation. Peut-être que je vais faire de la muscu pour commencer à être plus forte, pour être douée avec mon fauteuil, enfin muscu, puis agilité, etc. Une personne aveugle, c'est technique d'apprendre à servir d'une canne blanche. Moi, je ne sais pas faire. La canne et puis le chien, etc. Il y a tout un tas de choses techniques qu'on peut mettre dans ses bagages et avoir une boîte à outils plus complète, quoi. Et pareil, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, j'ai ma boîte à outils. Collectivement, on peut avoir une boîte à outils. Je ne sais pas, quand un ami m'a fait tout d'un coup un gâteau sans gluten ni produits laitiers, mais super bon au chocolat, et personne ne se rend compte qu'il est sans gluten et sans produits laitiers. Waouh! Et du coup, c'est le collectif entier, quoi. Merci. Également, une question sur l'efficacité de l'empowerment qui a été demandée. Est-ce que l'efficacité de l'empouvoirment sur le traitement a été évaluée? Est-ce que vous avez connaissance de certaines études justement à ce sujet? Alors, c'est une question. Alors, moi, je serais probablement un peu en difficulté pour répondre à cette question-là, parce que, effectivement, je suis un peu plus sur le champ d'essayer de situer la notion d'un point de vue philosophique ou du point de vue du processus d'apprentissage. Du point de vue de ses effets sur le soin, il me serait difficile d'avancer quelque chose de manière certaine. Néanmoins, j'ai quand même cette idée en tête que l'on peut discuter, bien que, effectivement, dans le processus de rétablissement, la manière de pouvoir se ressaisir de soi, de son corps, de son expérience, c'est quelque chose qui est peut-être un facteur constructif, favorisant. Alors, j'ai plutôt des exemples singuliers en tête que des études, mais je pensais par exemple à une dame qui avait produit un livre, une dame qui était passée par un cancer assez important et qui, en fait, avait cherché à retrouver une forme de féminité pendant toute la traversée de sa maladie. Et notamment, c'est une dame qui aimait beaucoup les chaussures.
Et donc, elle avait fait tout un livre pour expliquer comment, effectivement, elle s'était ressaisie de ce goût pour les chaussures, pour effectivement refaire sa garde-robe, pour approfondir sa connaissance et puis aussi, je crois, ouvrir un blog pour partager son expérience de la mode et son goût pour les chaussures. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre d'un facteur motivationnel. Et puis tout simplement, moi je voudrais dire une chose, c'est que dans cette notion d'empouvoirment, on le rappelait tout à l'heure, il y a tout simplement découvrir que l'on dispose de moyens, de connaissances ou d'éléments que l'on peut mobiliser. Effectivement, ne serait-ce que cette dimension-là, c'est déjà une dimension qui concourt probablement à favoriser un rétablissement et un parcours de soins. Peut-être moi je pense à l'exemple de la santé mentale. Je ne sais pas, pareil, si la personne pense à un domaine de la médecine particulier, mais sur la question de l'efficacité et de l'effet sur le traitement et de savoir si c'est prouvé. En fait, en santé mentale, ça peut être très, très varié le rétablissement et donc le parcours d'empouvoirment de comment je prends mon pouvoir dans ma vie pour aller mieux, pour vivre une vie satisfaisante, le plus possible, et c'est là que je dis que c'est exponentiel. Et la question du traitement, en fait, oui, non, évolution du traitement ou pas, elle peut être variée, en fait. Donc, selon les parcours, ce sera très différent. Excusez-moi. Donc, c'est pas que c'est deux questions différentes, c'est une des composantes, quoi, le traitement. Il y a plein d'autres composantes à comment je vis une vie satisfaisante. Oui. Merci beaucoup pour ces échanges qui étaient très riches. On espère avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions et nous excusons pour les questions qui n'auront pas pu être posées à la fin de l'intervention. On va maintenant pouvoir laisser place au deuxième atelier qui sera animé par Romain Coste à qui nous allons laisser la place après une courte pause de 2 petites minutes pour changer d'intervenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Lona.